Bonjour, c'est un grand plaisir que de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. Cette semaine, notre émission sera consacrée au vin, un thème d'actualité et en quelque sorte de saison, puisque nous fêterons dans quelques jours le Beaujolais nouveau, le premier vin des vendanges de l'année. En effet, ce jeudi 19 novembre, les amateurs de vin découvriront le nouveau cru du Beaujolais, selon un rituel institué il y a 50 ans en France et qui s'exporte à présent dans de nombreux pays. D'après les spécialistes, cette nouvelle cuvée devrait remplir ses promesses. Cette année très précoce sera excellente. Mais entre les taxes américaines imposées depuis l'année dernière sur les vins français et les conséquences du réchauffement climatique sur la culture de la vigne, sans parler de l'épidémie de Covid-19 qui a restreint l'activité des restaurants, la filière a de quoi s'inquiéter. Ce sont tous ces sujets que nous allons aborder dans cette émission, dans laquelle nous essaierons aussi de nous pencher sur les nouvelles tendances de production et de consommation du vin. Pour tenter de brosser un tableau de la situation, je serai entourée de deux professionnels et passionnés du vin. Vous les découvrirez dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous accueillerons Nicolas Paradis, un jeune entrepreneur qui a développé le no-tourisme au cœur de Paris et qui nous parlera de ses nouveaux projets pour innover dans une approche sensorielle et ludique du vin. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus sur ce plateau, bonjour. Jacques Legros et Patrice Bersac. Je vais pour commencer vous présenter à nos téléspectateurs. Jacques Legros, tout le monde vous connaît ici en France puisque vous êtes l'un des présentateurs du journal télévisé de la chaîne TF1 depuis une vingtaine d'années, 22, je crois. Exactement. Depuis octobre 2012, vous menez en parallèle de votre métier de journaliste une activité d'entrepreneur sur Internet dans un domaine que vous affectionnez particulièrement, le vin, avec un site consacré à la thématique de la vigne et du vin, terreetvigne.com, et son prolongement, la place de marché avenue des Vins.fr. C'est bien ça ? Exact, c'était tout à fait ça. Et Patrice Bersac, vous êtes un ingénieur dont les racines sont d'abord d'être un fils de paysan du Périgord et un grand amoureux de la nature. Votre passion pour la vigne et le vin date de votre premier vin à Paris en 1993. Depuis, vous avez fondé des syndicats viticoles pour arriver à obtenir une IGP Île-de-France en 2020, un résultat obtenu après un combat de plus de 20 ans. Mais tout d'abord, nous allons essayer de parler de l'importance de la filière vin dans l'économie française. La France est le deuxième producteur mondial de vin derrière l'Italie en volume et également le deuxième consommateur. La filière viticole emploie en France environ 500 000 personnes, emplois directs et indirects. Enfin, on peut souligner que les vins et spiritueux français sont les deuxièmes contributeurs à la balance commerciale derrière l'aéronautique et devant les cosmétiques avec 12,7 milliards d'euros. Maintenant que les choses sont posées, parlons de choses concrètes et qui nous intéressent directement. Comment se sont passées les vendanges cette année? Elles viennent de se terminer. Et que peut-on attendre de la récolte 2020? Jacques Legros. À mon avis, un millésime un petit peu plus technologique avec des grandes différences en fonction des régions, n'est-ce pas Patrice? Avec des régions qui ont été très ensoleillées, d'autres un peu moins. Donc il y a un travail parfois où on a un peu trop d'alcool au départ, parfois pas tout à fait assez. Mais aujourd'hui, on peut dire que 2020 sera un très très bon millésime, pas forcément en quantité, mais assurément en qualité. Oui, c'est ce qu'on lit un peu partout. Patrice Bersac, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, la partie qualitative sera variable selon que l'on a vendangé, je dirais, à bonne maturité, ou que l'on a été un peu surpris à cause de la chaleur apportée notamment par la canicule, puisque pour l'Île-de-France, par exemple, on a des vins qui franchissent facilement le cap des 14% d'alcool potentiel. On a même atteint sur un cépage qui est le Viognier 17%. Ah oui, c'est beaucoup pour du vin, ça. C'est beaucoup, et donc, comme le disait Jacques justement, ça oblige à faire des vinifications assez techniques. Alors, je le disais en introduction, dans quelques jours, le Beaujolais nouveau cuvée 2020 sera livré.
Ce sont les premiers vins après les vendanges, puisque le Beaujolais nouveau est un vin jeune qui se boit immédiatement après vinification. Le Beaujolais nouveau, c'est un événement important dans le monde du vin. Ça fait depuis longtemps que c'est un événement important. C'est un événement essentiellement international, parce que ce sont beaucoup de pays d'Extrême-Orient, Japon notamment. Oui, alors 40% de la production du Beaujolais nouveau est destinée à être vendue au-delà de nos frontières, oui. Au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Oui. Et là, dans ces pays-là, la mode ne se dément pas. En France, on a connu un creux parce que il fut un temps où le Beaujolais primeur, ou nouveau, c'est la même chose, sentait un peu plus la banane que le vin, ce qui était dommage. Mais depuis, les vignerons sont repartis vers la qualité et vers un vrai vin. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, Patrice, que le Beaujolais primeur ou nouveau est redevenu un vin jeune, certes, pas fini, certes, mais avec des particularités nobles et respectables. Oui, on avait l'impression à un moment donné que c'était plus un événement marketing. C'est toujours. Oui. Mais la qualité est au rendez-vous. Oui, aujourd'hui, oui. Au-delà de l'événement marketing, qui est une réussite, puisque c'est un événement qui est attendu comme le signe, si vous voulez, que la récolte est enfin transformée et qu'on peut en apprécier tous les plaisirs. Ça, c'est le côté qui fait, je dirais, appel à tous les appétits dans le monde entier. Ce qu'il faut noter, c'est que les vignerons sont devenus conscients qu'il ne faut pas abuser des procédés technologiques, puisque, comme le disait Jacques, on a fait du vin qui était marqué par la banane, une fois après, il était marqué par la fraise, oui, etc. Voilà. Et donc, ça, si vous voulez, c'est quelque chose maintenant qui passe de mode parce qu'on a une tendance à revenir à un vin plus naturel. Et un vin jeune, donc un vin nouveau, un vin primeur, selon les appellations réglementées, c'est un vin qui va développer, juste après la fermentation alcoolique, tout son potentiel d'arômes fruités. Et c'est ça qu'on apprécie. Et je voudrais ajouter une chose qui me paraît importante et qui est d'ordre psychologique. D'abord, c'est le premier vin qui arrive, donc c'est un événement. Et quand on vit un événement, on a envie de bien le vivre. Donc psychologiquement, ce premier vin qui nous arrive, on le boit avec plaisir et peut-être avec moins d'objectivité qu'à un autre moment de l'année pour d'autres vins. Mais tant mieux, parce que le vin, il y a une partie technique évidemment, il y a une partie artistique aussi dans le vin, dans son élevage, et c'est un peu comme la musique. Un jour, pour le même morceau, on l'appréciera plus ou moins selon ses propres dispositions. Et là, on est bien disposé à accueillir le vin nouveau. Oui, on a soif du vin nouveau. Voilà. À chaque moment, son vin, en quelque sorte. Et puis là, avec le confinement qui vient d'arriver, ce sera assez agréable d'avoir ce nouveau vin, peut-être pour nous égayer un peu. Oui, et bien sûr, puis j'ai un principe. Un vin qu'on partage avec des gens qu'on aime est toujours bon, ou quasiment toujours bon. Ou alors c'est qu'il a des gros défauts. Mais c'est peut-être un petit vin, c'est peut-être un vin sans prétention, mais on le trouve bon parce qu'on le partage avec des gens qu'on aime. L'aspect convivial. Et inversement. Un vin qu'on est contraint de boire avec des gens qu'on n'aime pas, fût-il un grand cru, oui, on est poli avec lui, mais on n'est que poli. Voilà. C'est le goût de partage. C'est ça. C'est ce qui marque le monde du vin. Exactement. Alors, l'année qui vient de s'écouler a été une année difficile pour la filière viticole. Il y a tout juste un an, les États-Unis, mécontents du soutien de l'Union européenne à Airbus, décident d'appliquer des sanctions aux pays du vieux continent, avec notamment la mise en place d'une taxe de 25% sur les vins français. Ces taxes ont aujourd'hui un effet dévastateur sur l'exportation, puisque les États-Unis sont, avec la Chine et le Japon, l'une des premières destinations vers les pays hors UE. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les conséquences de Patrice, ces taxes ? C'est pour ça qu'on a voté Joe Biden. Voilà. Entre autres choses. Entre autres choses. Le drame s'est fait de suite sentir dès l'application de cette taxe de 25% sur les vins d'origine française, taxe qui ne frappe pas les vins italiens, mais leur fromage, ne l'oublions pas. Et de ce fait, les statistiques qui viennent de tomber il y a quelques jours sur une analyse du premier semestre 2020 montrent qu'en volume, la France a perdu de l'ordre de 21%, principalement avec les États-Unis. Et pour ce qui est de la valeur, on n'a perdu que 10%. Et au niveau mondial, si on ajoute le phénomène Covid,
qui, lui, bien sûr, est prépondérant au niveau mondial. Nous avons une baisse de 6% seulement en volume. Donc, vous voyez la différence pour la France, qui avait comme destination importante les États-Unis, et une baisse de 12% en valeur, alors que la France n'a que 10% de baisse en valeur. Donc, vous voyez la façon dont les produits français sont encore très appréciés pour leur qualité, bien qu'ils aient un prix. Et puis, attendez le Brexit. Parce que l'Angleterre est en train de se fermer, on ne sait pas s'il y aura un accord ou pas d'accord. Ça risque d'être encore une épine de plus. Et s'il n'y a pas d'accord, on aura du mal. Moi, je sais que j'exporte beaucoup en Angleterre. Ouais. C'est un de mes premiers marchés, l'Angleterre, pour Avenue des Vins, que vous mentionniez. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec les Anglais. Oui. Ils sont des gros consommateurs. Et puis la crise sanitaire est venue s'ajouter à cette situation déjà critique. La filière viticole est touchée et elle subit également les conséquences qui se trouvent au niveau de la commercialisation, avec l'annulation des salons, la fermeture des restaurants, des bars à vin, pendant le confinement, le premier confinement, le couvre-feu et puis là le deuxième confinement. À combien est-ce qu'on peut évaluer le manque à gagner, si c'est possible de faire ce calcul ? Alors, dans la partie caviste, qui est avec les cafés, hôtels, restaurants, le moyen pour les vignerons indépendants de vendre leur vin. Pour eux, et pour certains d'entre eux, la chute de revenus voisine les 90%, ce qui est énorme. Ah oui. En revanche, la grande distribution, qui a eu l'autorisation de continuer son activité, a sauvé bon nombre de vignerons. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a maintenant l'évidence que le commerce par Internet fait un bond, puisqu'on aperçoit que la statistique montre qu'on aurait 48% de plus à la fin de l'année en commerce par Internet. Donc, je pense à Jacques, qui lui fait beaucoup de commerce par Internet. Il va prendre 48% de chiffre d'affaires en plus. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être en parler, puisque effectivement, pendant le confinement, comme dans tous les domaines, la vente sur Internet de vin s'est beaucoup développée. Et vous qui avez votre site Internet, vous pouvez nous en parler ? Alors, nous, sur Avenue des Vins, on a multiplié par 3 depuis le premier confinement. On a gardé, grosso modo, ce coefficient multiplicateur qu'on retrouve aujourd'hui. Et nouveau phénomène, parce qu'on est au deuxième confinement, mais il ne faut pas se faire d'illusions, il y en aura d'autres. Et ce qui est curieux ce qui est marquant dans ce phénomène, pas curieux mais marquant, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de vignerons pour adhérer à la plateforme. Parce qu'en France, on a un côté positif et un côté négatif. Le côté paysan, vigneron, c'est mon terroir, c'est mon vin, c'est moi. Et je dis toujours d'ailleurs que le vin est à la tête de celui qui le fait. Et c'est vrai qu'il s'implique beaucoup. Ça, c'est le côté positif. Ce sont nos petits vins qui parfois sont grands, enfin ce sont nos vins en tout cas, des vins de terroir et de vignerons. Puis après, on a quand même très très peu de propriétés qui sont digitalisées. Il y a très peu de sites internet. Nous, nos vignerons, chez nous, on les traite en partenaires et on les aide à installer ça. Mais aujourd'hui, quand on est pris à la gorge comme là, comme en ce moment, le vigneron n'est pas outillé pour vendre lui-même sur Internet. C'est aussi la raison du succès des plateformes de vente qui, elles, sont organisées pour. Voilà, oui, tout est une question, un problème de commercialisation du vin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les grandes surfaces en sont très bien sorties, puisque justement, elles n'ont pas fermé pendant ces périodes. C'est sûr que ça les a aidés, mais tous les vignerons ne sont pas dans les grandes surfaces. Voilà, ce sont les gros, évidemment, qui sont présents dans les grandes surfaces. Oui. Qui sont Nous, c'est un de nos critères. Un de nos critères, c'est justement qu'ils ne soient pas dans les grandes surfaces. Alors, ce n'est pas parce qu'on a honte et peur des grandes surfaces, c'est parce que c'était un critère parmi d'autres. C'est un vin qu'on ne trouve pratiquement que chez nous, ou alors à la propriété même. Et c'est un argument de vente, certes, mais c'était aussi la garantie d'avoir un vrai vin de vigneron. Alors l'État a soutenu la filière viticole en consentant une aide de 170 millions d'euros en mai, une aide dont les professionnels avaient demandé le doublement pour obtenir finalement une enveloppe supplémentaire de 80 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de ces aides ? Et je crois que le plan de relance annoncé par le gouvernement en septembre proposait aussi une aide pour la filière viticole, enfin pour l'agriculture en général et notamment pour la viticulture. Comment voyez-vous ces aides ? Est-ce que vous pensez que ce sera
utile pour la filière, que ça lui permettra de surmonter ces épreuves? Alors, ces aides sont effectivement utiles, elles sont nécessaires, elles sont réclamées à corps et à cri. Et France Agrimer, qui est l'organisme qui supervise la répartition de ces aides au niveau français, avait une réunion de son conseil spécialisé vin il y a quelques jours pour faire le point. Et évidemment, il n'y a pas assez d'aides pour faire face à la crise économique engendrée par le Covid, en plus de celle qui a été engendrée par les taxes Trump. Alors, il y a un autre défi auquel est confronté le monde du vin, ce sont les changements climatiques. Leur impact est déjà observable sur la physiologie de la vigne, sur le degré alcoolique du vin, sur l'acidité du raisin à la récolte et sur le rendement dans certaines régions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces évolutions qui sont déjà largement constatées? C'est sûr qu'aujourd'hui, la frontière entre les zones de vin de vignes est en train de remonter vers le nord. Et tant mieux pour vous. On va revenir sur l'Île-de-France tout à l'heure. Et on trouve des vins, un sujet qui sera abordé dans l'émission. On trouve beaucoup de vignobles autour de Londres. Oui. On trouve des vignobles aujourd'hui dans des endroits où on n'imaginait même pas aujourd'hui, alors que jadis, il y en a eu. Il faut le rappeler aussi. Mais on n'imaginait pas les trouver là aussi vite. Maintenant, là, je m'adresse aux spécialistes ingénieurs. On peut transposer le climat. Enfin, il se transpose tout seul d'ailleurs, mais pas le terroir. Non. Alors, c'est un vrai problème, puisqu'on nous a fait rêver avec un réchauffement climatique qui allait faciliter la transition de beaucoup de cultures vers les zones septentrionales à raison d'un bond de l'ordre de 300 à 1000 km, quand même. Et puis ça n'a pas que des avantages. Et on se rend compte que ce changement fait de réchauffement est accompagné de bouleversements, de dérèglements climatiques. On a vu cette année des précipitations diluviennes, notamment donc dans la vallée de la Roya, au sud de la France, avec des dégâts humains quand même énormes. Des dégâts aussi sur les vignes. On a vu des vignes entièrement ravagées par les eaux. On a vu des gels tardifs au niveau de la fleur qui ont compromis les récoltes jusqu'à presque les anéantir. On a vu des grêles abondantes dépassant les couloirs de grêle habituels. Donc oui, le réchauffement climatique est très sensible. La preuve, c'est qu'on vendange avec plus de 4 semaines d'avance, y compris pour l'Île-de-France. Mais il faut être prudent parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à se protéger contre certains éléments dangereux tels que le gel et la grêle. Et pour ça, nous avons besoin de sélectionner des cépages qui soient non seulement résistants à la réduction de la pluviométrie, moins d'eau, mais qui soient aussi résistants au froid et qui soient résistants, qui aient de la capacité de reprise quand, par exemple, la fécondation au moment de la fleur a été réduite à cause des pluies. S'adapter en fait à ces phénomènes climatiques. Voilà. Et nous avons des recherches scientifiques très poussées à l'heure actuellement pour trouver les cépages de demain. Ça, c'est vraiment, ce que dit Patrice, c'est vraiment l'avenir. Mais, il y a 2 choses contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. C'est la grêle. Je l'ai subie et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû abandonner mon vignoble à Cahors. Oui, parce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur votre expérience de vigneron. Elle a été difficile et merveilleuse à la fois. C'est-à-dire que c'est une école du temps qu'il fait et du temps qui passe. Être vigneron, c'est-à-dire le temps qu'il fait, on le subit, et c'est ce dont on est en train de parler. Et moi, là, j'ai eu coulure, j'ai eu grêle, 2, 3 orages de grêle, toujours au même endroit. Il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. Et d'un seul coup, en un seul été, on s'est pris 2 orages de grêle. Et on n'avait plus les moyens de repartir de zéro, etc. Donc, on a dû abandonner la mort dans l'âme. Et puis aussi les tempêtes, parce qu'on a des phénomènes climatiques aujourd'hui tout à fait exceptionnels. Imprévisibles et même si le cépage sera résistant à certaines attaques, comme le gel ou la canicule, etc. Et ça, c'est vrai qu'il y a un travail formidable qui est fait, pas seulement pour la vigne d'ailleurs, pour l'agriculture en général. C'est vrai que là, malheureusement, la grêle, quand elle tombe, on peut essayer de mettre un filet encore. Oui.
Après avoir parlé des nombreuses difficultés rencontrées par le monde du vin aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'une renaissance, celle de la filière viticole d'Île-de-France. Avant de devenir une zone intensément urbanisée, les abords de Paris étaient parsemés de terrains maraîchers qui ont disparu au fil du temps. Mais aujourd'hui, avec les bouleversements engendrés par les changements climatiques et les nouvelles tendances de consommation locale, les choses bougent. Je vous propose maintenant de regarder un reportage que nous avons tourné dans le plus grand vignoble d'Île-de-France, le Clos du Pas-Saint-Maurice à Suresnes. À quelques kilomètres de Paris, les vignes de Suresnes. Avec 3 à 5 000 bouteilles produites par an, c'est le plus grand vignoble d'Île-de-France. La progression de l'urbanisation de la région avait pourtant porté un coup d'arrêt à l'activité viticole suresnoise. Mais les initiatives se sont multipliées pour la faire renaître. Fils de vignerons dans la région du Val-de-Loire en Touraine, Antoine de Clermont-Tonnerre s'est vu confier il y a 2 ans la gestion et l'entretien du domaine de Suresnes. Sur 1 hectare de vigne, au milieu de Suresnes, sous le Mont Valérien, avec majoritairement du chardonnay. Donc on produit ici que du blanc. C'est un peu les 2 objectifs, satisfaire le besoin des franciliens à consommer local et renaître ce magnifique vignoble francilien qu'il y avait avant. Après des vendanges précoces, conséquence d'un printemps qui a connu des records de chaleur, le raisin récolté cette année permettra de produire un millésime 2020 qui s'annonce très prometteur. Alors cette année, on a une année qui est extraordinaire à mon goût, en termes d'équilibre, d'acidité, de fraîcheur, on n'a pas trop d'alcool. On a un vin très équilibré, qui est à mon avis très prometteur pour les prochaines années, qu'on a hâte de déguster tous ensemble. Je vais vous faire goûter le millésime 2018. Chez ce caviste de Suresnes, la clientèle est au rendez-vous. Avec 3 cuvées différentes à apprécier en fonction des affinités, le vin produit localement et qu'on ne trouve que dans cette commune de l'Ouest parisien a trouvé une vraie demande et suscite un intérêt croissant. Le fait d'acheter des vins locaux et des produits locaux, ça permet de créer une communauté et puis de faire participer la vie économique à la fois des Suresnois et puis des commerces locaux. Et comme c'est un produit qui est presque bio, ça permet aussi d'avoir une image un peu éthique. Et c'est très intéressant dans un monde qui change beaucoup, où on a envie de se retrouver un petit peu et on protège aussi les commerces de proximité. Patrice Bersac, vous qui êtes le président du syndicat des vignerons d'Île-de-France, est-ce qu'on peut parler d'une renaissance du vignoble francilien ? Il s'agit objectivement d'une renaissance après que ce vignoble ait eu son âge de grandeur en qualité jusqu'au XVIIIe siècle et en superficie jusqu'au XIXe siècle, puisque en 1852, l'Île-de-France viticole historique, qui va de Beauvais à Provins et de Dreux jusqu'à Laon. Ce n'est pas tout à fait l'Île-de-France telle qu'on la connaît. Elle est plus grande que l'Île-de-France administrative, qui est en fait une réduction politique de ce qui a été la grande Île-de-France d'autrefois, cette Île-de-France notamment viticole historique, qui a pendant des siècles abreuvé les cours royales, les cours princières de l'Europe du Nord principalement. Et ceci s'est brutalement effondré à partir de 1852. Les 52 000 hectares qui étaient donc présents à cette époque-là sont rapidement tombés à moins de 2 000 hectares à la Première Guerre mondiale en 1914. Et la Renaissance s'est faite avec d'abord Suresnes en 1965, donc premier vignoble commercial qui a marqué la volonté de retrouver ce passé glorieux. Et puis le travail que nous avons fait depuis 20 ans, donc depuis 1999, nous avons donc voulu retrouver la présence de cette vigne comme facteur, si vous voulez, de diversification de nos activités rurales et aussi comme facteur de convivialité nouvelle. Nous avons fondé un premier syndicat qui vient d'obtenir cette année la fameuse IGP. La fameuse indication géographique protégée qui vient d'être homologuée au niveau français. Et pour cela, donc, nous sommes, l'organisme de défense et de gestion de cette IGP. Et là, nous attendons, dans les 2-3 prochains mois, la réponse de l'Union européenne
pour que cet IGP ait une protection mondiale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu aussi dans le reportage, ça correspond à une véritable attente du public pour consommer local. Ça correspond aussi à ce dont on parlait tout à l'heure avec justement la culture de la vigne qui remonte, comme vous le disiez, Jacques Legros. Vous vouliez réagir ? Non, mais ça mérite un sujet au journal de 13 heures. Oui, exactement, parce que lors des présentations des vins que nous avons faits au Salon d'agriculture, pendant plus de 15 salons, nous avons constaté que le public demandait un vin authentiquement francilien, un vin local donc, et avec des caractéristiques de fruité et de nervosité qui sont justement celles que nous présentons. Et donc, nous avons fait une pétition durant ces salons. On a été jusqu'à avoir 200 signatures dans une journée. C'est quand même très fort, de gens qui disaient « Nous vous encourageons, nous voulons ce vin authentiquement francilien ». Il y aurait encore bien des sujets à traiter, notamment, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les conséquences d'un possible Brexit sans accord. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tout aborder dans cette émission. Nous allons passer à la deuxième partie avec un focus sur notre troisième invité qui vient maintenant nous rejoindre. Bonjour Nicolas Paradis, merci d'être avec nous aujourd'hui sur cette émission sur le vin. Je vous présente tout d'abord à nos téléspectateurs. Nicolas Paradis, vous êtes passionné de vin et d'entrepreneuriat. Vous avez créé une demi-douzaine d'entreprises. On peut citer les Caves du Louvre au Château, mais aussi le restaurant et bar à cocktail Mordu dans le 6e arrondissement. Et ce n'est pas tout, mais on ne va pas tous les citer. Ce que vous aimez, c'est travailler sur vos projets dans les moindres détails à partir d'une page blanche avec votre épouse qui est décoratrice. Et c'est sans doute la clé de votre succès. Vous confirmez ? Peut-être, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais en tout cas, on peut parler d'une aventure dans l'entrepreneuriat et de multiples créations. Et je précise que vous êtes, tout comme Patrice Bersac, un ingénieur des arts et métiers. Tout d'abord, Nicolas Paradis, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces lieux que vous avez ouverts à Paris ? Ce sont des lieux où l'on déguste le vin, bien sûr, mais tout en découvrant l'univers du vin. Effectivement, l'objectif dans la création de ces différents lieux, c'était de créer des espaces, des lieux où on pouvait se retrouver et puis surtout parler de vin un petit peu différemment. Donc il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on a créé Au Château, qui était notre première société autour d'un concept simple et novateur à l'époque de cours d'œnologie en anglais, il n'y avait pas vraiment de lieu pour parler simplement de vin, puisque si on revient 15 ans plus tôt, le vin c'était quelque chose d'ennuyeux, de réservé aux techniciens, pas forcément accessible. Donc on a voulu couper un petit peu avec toutes ces idées reçues et aborder un petit peu le vin à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire simplement en se faisant plaisir, même en buvant parfois des vins très très chers, mais sans prêter attention vraiment trop à la valeur de ce qu'on buvait, mais plutôt sur le plaisir qu'on l'expérience en elle-même. Et dans tous ces lieux, donc l'idée c'était de créer déjà des lieux beaux, parce que moi j'aime plutôt les belles choses. Donc à chaque fois, c'est des lieux qui sont plutôt originaux, avec un certain effet waouh. Et puis de créer tout autour d'une dégustation, mais une expérience qui nous permet aujourd'hui d'avoir un panel très très large d'offres autour du vin, depuis le caviste, le restaurant, le bar à vin, le bar à cocktail, des cours d'œnologie, j'en oublie, mais surtout le panel de services possibles et imaginables autour du vin. Alors, à qui s'adresse cette offre ? Vous qui donc accueillez, je crois, beaucoup de touristes étrangers, quel est le public concerné par votre proposition ? Historiquement, dès la première heure, donc, Au Château s'adressait aux anglophones, donc aux touristes en visite à Paris. L'idée, c'était de leur offrir une partie du vignoble français à Paris, parce que c'était quand même l'épicentre du tourisme, et c'était là où il y en avait le plus. Donc, plutôt que de les voir fuir en région, mais on préférait les conserver chez nous pour leur parler du vin français. Donc c'était et ça reste toujours notre cible principale. On reçoit aujourd'hui entre 80 et 120 000 touristes anglophones qui viennent suivre un cours d'œnologie ou une dégustation. Et puis petit à petit, l'histoire a fait qu'on a dû se développer un petit peu, soit par opportunité, soit par obligation, lorsqu'on a eu les vagues d'attentats, les récents confinements. Oui, alors comment vous êtes-vous adapté justement ? Alors de deux façons. Déjà,
proposant une offre qui va être plutôt dédiée à des Français ou à un public qui n'est pas forcément touristique. Et puis après, en faisant une diversification, je dirais, un petit peu verticale sur d'autres types d'offres. D'accord. Donc, notre ADN, c'est la dégustation, faire découvrir une multitude de vins, puisque chez Au Château, par exemple, il y a 50 vins en verre, donc ce qui est quand même assez remarquable, pour environ 1000 références. Donc là, c'était l'idée, plutôt que de faire découvrir des bouteilles, de faire découvrir des petites doses de dégustation à travers des flacons et une box. Voilà. Donc on peut recevoir chez soi des échantillons, finalement, qui permettent de goûter différents vins. Exactement. Alors, c'est des doses d'un verre, et l'idée, c'est de le faire en vidéoconférence avec un sommelier, donc chacun chez soi avec un sommelier qui fait une animation avec lequel on peut interagir, poser des questions, et puis si le vin vous plaît, on peut en commander évidemment sur un site dédié de vente en ligne. Ça correspond aussi à de nouvelles tendances de dégustation du vin. Il me semble, vous avez certainement dû vous en apercevoir dans les lieux qui sont les vôtres, Nicolas Paradis. Peut-être Jacques Legros ou Patrice Bersac, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, sur l'expérience fort intéressante que présente ici Nicolas, d'abord parce qu'il a innové. Il a réussi à relier le public qui vient en France et qui souvent a la volonté de venir en France pour y découvrir le monde du vin. Il a réussi à les garder sur Paris pour leur faire découvrir vraiment les vins de France. C'est vrai que dans le fond, le monde du vin est très absent de Paris. Le vrai monde du vin, il est évidemment dans les territoires. Mais maintenant, il va y revenir donc et dans grâce l'Île-de-France, bien sûr. à notre travail. Et c'est là, je pense que l'on a une belle occasion de collaborer. Mais en plus, l'innovation qu'il a produite nous permet maintenant d'envisager de montrer à ces touristes la totalité de ce qui fait l'univers du vin, depuis la vigne, avec les notions de terroir que rappelait Jacques tout à l'heure, jusqu'à tous les plaisirs, toute l'ambiance, et puis aussi toute cette décomplexion, cette décontraction que l'on va savoir mettre en œuvre pour apprécier le vin sans s'embarrasser de tout un vocabulaire. Vous voyez, il a choisi le mot ludique, je crois que c'est important. Il faut qu'on ait vraiment un plaisir, sans arrière-pensée, à déguster la diversité des vins français, des AOP, des IGP et des vins aussi un petit peu particuliers. Au-delà de ça, il faut parler aussi de la diversité. Souvent, les gens ont l'habitude les consommateurs ont l'habitude de commander ou d'acheter ce qu'ils connaissent par éducation, parce que ça fait 30 ans qu'ils boivent du Bordeaux chez leurs parents, etc. Nous, ce qu'on essaie de leur proposer, c'est justement une découverte à travers 50 vins au verre, à travers des petites dégustations, à travers des petites doses. C'est de tester des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de tester, de découvrir des terroirs nouveaux, des appellations nouvelles, des formes de vins aussi nouveaux. On parle de viticulture traditionnelle, mais il y a l'éclosion des vins de nature depuis une dizaine d'années. Là, ça commence à avoir des choses de plus en plus agréables à boire aussi. Pas seulement on n'a pas eu tellement le temps d'en parler, malheureusement, mais c'est quelque chose de très important. C'est aussi l'occasion de goûter des choses et de le faire aussi de façon effectivement ludique ou intéressante ou en suscitant la curiosité. Donc notre première box, ce sera une box Tour de France classique, parce que c'est la box passe partout. Et puis on est en train de créer aussi un escape game autour du vin qui va permettre, avec des fioles dégustées à l'aveugle et un jeu pour le coup assez ludique, une enquête, de se sortir des méandres du vin pour découvrir les différents vins. On va faire aussi une box avec des vins sud-africains qui ont énormément souffert pendant ces 6 derniers mois. Voilà, donc on sent qu'il y a un rajeunissement du monde du vin. Vous nous avez parlé d'expériences sensorielles, ludiques, interactives. Et pour conclure, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le monde du vin est en train de connaître une grande mutation ? Jacques Legros, peut-être pour finir. Je pense que le monde du vin est en train de redécouvrir, reproposer sa dimension culturelle. Quand je dis culturelle, c'est pas avec un grand C, sa dimension culturelle, parce que c'est tout un univers à découvrir, c'est un monde de curiosité. Et l'aborder de façon ludique, moi j'ai toujours défendu envers et contre tous que le vin, la façon d'appréhender le vin, c'est le meilleur vaccin contre l'ivrognerie. Alors quand on dit ça à nos autorités, forcément c'est « Ah mon Dieu, les hygiénistes, oh quel scandale !» Mais non, éduquer le goût, éduquer la culture du vin, ce qui m'a attiré vers le vin, ce sont les noms des régions viticoles, c'est la beauté de ces paysages, avant d'avoir même goûté le vin.
Donc cette dimension-là, il faut absolument la transmettre, c'est ce que vous allez faire de façon ludique. Ça évitera peut-être d'avoir des sorties de boîte de nuit un peu trop arrosées, mais pas de vin. Ce sera le mot de la fin, puisque cette émission arrive malheureusement à sa fin. Nicolas Paradis, Patrice Bersac, Jacques Legros, merci d'être venus sur ce plateau pour échanger sur les défis de la filière viticole et puis aussi son avenir. Et je vous remercie, vous qui nous regardez chaque semaine sur CGTN Français ou sur les réseaux sociaux, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Twitter et que vos réactions sont les bienvenues. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire, où nous parlerons de l'histoire des pandas.